C'est bon. Bonsoir à tous et à toutes. La conférence de ce soir porte sur le thème de la conduite à risque des adolescents. C'est présenté par le think tank Liberté et Prospective, think tank qui a été créé sur une idée d'Henriette Coe, la présidente actuelle d'ailleurs, en 2017, et un certain nombre de ses amis et de ses relations, dont moi-même à l'époque. Alors, le think tank Liberté et Prospective a pour but de réfléchir sur des thèmes sociétaux, économiques, sociaux et médicaux, parfois. Et ce think tank a la particularité d'être en mode de solution. Et il s'appelle prospective, donc de faire un mode prospective, ce qui fait que avec tous les nombreux colloques et conférences que nous avons organisées, qui ont permis de dégager un certain nombre de solutions qui n'ont pas votre problème. Je vous cite quelques conférences qui ont eu lieu. Il y a eu des conférences sur la sécurité, la cybersécurité, le radicalisme dans les services publics, avec la présence de 2 députés qui avaient écrit le rapport de l'époque. Il y a eu un colloque sur le Grand Paris, avec des élus parisiens, sur l'Europe, avec des députés européens, sur l'entreprise au cœur des enjeux sociétaux, sur la finance verte, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'intelligence économique, et sur un sujet dont tous les candidats à la présidentielle mettent sous le tapis, qui est la dette, mais qui, un jour ou l'autre, va revenir, nous, en France, en pleine figure, parce que la dette a galopé. Donc, aujourd'hui, quelle solution après le Covid pour les adolescents? Et nos amis qui sont ici vont en débattre. Alors, je vais les présenter. Tout d'abord, donc, à ma droite, Kivena Mozig, qui est docteur en anthropologie sociale et médicale, psychanalyste, psychothérapeute, qui exerce en cabinet libéral depuis 35 ans. Créateur de l'association et du dispositif L'Habitat, avec le professeur Antoine Guendel. Il nous parlera du dispositif, je pense, et des psychothérapeutes. Ensuite, au centre, Olivier Doulil, qui est docteur en psychologie, maître de conférences hors classe des universités, membre d'honneur du Collège international, anthropologue du Collège international, anthropologie et psychanalyse. Et à ma gauche, Claude Birman, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de l'université en philosophie, professeur honoraire de chaire supérieure de philosophie en classe préparatoire littéraire à Paris, responsable de formation des professeurs de philosophie de l'Académie de Paris. Il a été aussi maître de conférences à Sciences Po, actuellement conférencier de philosophie morale et politique. Et il a écrit de nombreux articles, et je crois qu'il est co-auteur d'un livre qui est à nos origines, nous à l'Occident, puisque c'est un livre, je crois, sur Ravel et Caron, si je me souviens bien de ce que j'avais lu. Voilà. Donc, je vais commencer par toi, Guy. Je vais te passer la parole et tu vas donc nous parler un peu des problèmes de ces adolescents aujourd'hui. En fait, je ne vais pas du tout parler des problèmes des adolescents, parce que là, je laisse la place à Olivier Douville et à Claude Birman qui vont intervenir à ce sujet. Là, moi, je vais parler du dispositif L'Habitat. Ce dispositif est un dispositif que j'ai mis en place avec un certain nombre de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes et des amis là, qui sont ici avec moi ce soir. C'est un dispositif très particulier qu'on a mis en place, on a écrit cela en 2015, donc on n'a pas attendu le Covid. On met en place ce dispositif, c'est très simple. Un jeune va pas bien. Alors, on a défini qu'il fallait intervenir sur des jeunes de 13 à 25 ans. Donc, c'est l'âge de tous les dangers, l'âge de toutes les métamorphoses. Donc, c'est ce qui nous intéressait.
à savoir donc un jeune en mal-être a besoin d'un suivi psychologique. Et l'idée essentielle de ce dispositif, c'est de l'orienter vers un psychologue ou un psychiatre de proximité. Ça a l'air un petit peu bateau, peut-être, de dire ça, mais en fait, l'idée, c'était d'intervenir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les CNP et les CNPP. Ça, c'est les services publics. CNP et CNPP, ça veut dire Centre médico-psychologique et Centre médico-psychopédagogique. Et quand on ne va pas bien, et qu'on habite à Paris, ou en banlieue, ou n'importe quelle ville de province, et qu'on ne va pas bien et qu'on a besoin d'un soutien psychologique, on est orienté, on va s'orienter, on va être pris en charge vers les CNP et les CNPP. Et en fait, aujourd'hui, quand on veut s'adresser à ce type de service public, ces services sont saturés. C'est-à-dire que vous êtes en urgence pour avoir un soutien psychologique, et là, vous allez avoir entre 9 mois et 2 ans de délai d'attente pour être pris en charge. Donc, l'idée qu'on a mis en place avec notre dispositif, c'est d'orienter quasiment immédiatement ce jeune vers un psychologue de proximité. Alors, première idée, donc, qui va orienter ce jeune? Donc, soit les jeunes nous contactent directement sur Internet, ils nous trouvent avec www.l'habitat.paris. Alors, on ne fait aucune communication à ce sujet parce qu'en fait, on a quasiment 10 demandes par jour suivies. Et on ne fait aucune publicité, aucune communication à ce sujet parce que l'accès pour le soutien psychologique que l'on a mis en place est gratuit. Pour moi, c'était vraiment essentiel de permettre à tout jeune qui ne va pas bien d'être pris en charge gratuitement par un psychologue ou un psychiatre de proximité. Donc là, soit le jeune nous contacte directement, soit, et en majorité, ça a été ça. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 500 jeunes qui ont été reçus par le dispositif L'Habitat. Depuis, donc, comme je vous disais, l'association existe et le dispositif a été mis en place en 2015. On a commencé à recevoir des financements, brièvement des financements, on a reçu un seul euro de l'État, c'est à savoir. Et en fait, ce sont uniquement des financements privés qui nous arrivent. Alors, qui nous arrivent, n'arrivent pas du ciel, ce sont des démarches que l'on mène avec tout un groupe de chercheurs, de travail, de professionnels qui sont avec moi pour aller vers ces financements, en quête de financement. Donc, on travaille avec des orienteurs. Alors, les orienteurs, ce sont principalement des professionnels de proximité, des professionnels qui sont dans les collèges. D'abord, l'idée, c'est où sont ces jeunes? Les jeunes sont dans les collèges, les lycées, les universités, les missions locales. Ça, c'est important aussi pour tout le monde de savoir ce qu'est une mission locale. Alors, les missions locales sur Paris-de-France accueillent 250 000 jeunes. Et sur ces 250 000 jeunes, 30% sont malades. Donc là, il fallait aussi s'adresser vers les missions locales. Donc on a contacté aussi les missions locales. C'est la petite histoire. Je trouve que j'ai pu contacter les missions locales grâce à un certain Jean-Jacques Janésini. Voilà. Ça a été important pour cette d'être les responsables des missions locales. Et donc, on a aujourd'hui plus d'une centaine de jeunes orientés par les missions locales de Paris et d'Île-de-France. Donc, pris en charge, donc ça veut dire que les conseillers d'insertion d'orientation qui nous connaissent et qui vont orienter ces jeunes. Donc, toujours accès gratuit, hein, c'est vraiment important de savoir accès gratuit, mais ce qu'il nous faut aussi, ce qui est important, c'est que nous réglons les honoraires des psychologues. On est dans un cadre de 16 consultations, ça veut dire 4 mois de suivi pour tous ces jeunes, et on essaye de faire un excellent travail. C'est en tout cas tous les jeunes qu'on a pu prendre en charge. Comme je vous disais, plus de 500 jeunes sont reçus aujourd'hui. On a depuis maintenant quasiment 1 an, on travaille en partenariat avec, depuis 2 ans, avec la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui à ce jour nous ont orienté plus de 150 jeunes, aussi, des jeunes en très grande difficulté. On appelle des jeunes à pathologie complexe. Et nous travaillons aussi avec une association qui est une émanation de la Fondation des femmes, dont je suis très fier aussi de cette prise en charge, qui s'appelle le LAO, c'est-à-dire lieu d'accueil et d'orientation. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de jeunes femmes, de jeunes filles, prises en charge par l'association L'Habitat. Et donc, là, depuis 3-4 jours, on a reçu environ 4 à 5 demandes de jeunes femmes ukrainiennes et russes qu'on a pu prendre en charge. Alors, en sachant que tous les psychologues qui œuvrent avec nous possèdent, on a cette chance-là
énormément de langues, donc ça veut dire qu'on peut avoir des psychologues qui parlent ukrainien, qui parlent russe, qui parlent afghan, qui parlent tamoul, qui parlent arabe, qui parlent grec, italien, etc. Donc ça, c'est une richesse inouïe. Et donc, ce qui nous importe, c'est cette orientation qui passe, donc, comme je vous disais, aussi bien par les conseillers d'insertion d'orientation que par les infirmières scolaires, par les assistantes sociales aussi, par des médecins généralistes, et puis par des familles, par des parents qui peuvent me contacter. Je ne sais pas si j'arrive tous les 15 minutes, là, non, on a encore un petit peu. Voilà, donc en tous les cas, l'essentiel, c'est des jeunes ne vont pas bien et ils sont pris en charge psychologiquement par des psychologues ou des psychiatres de proximité. Alors, il est certain que quand on a ces demandes, si par exemple un jeune relève d'une pathologie psychiatrique, l'orienteur va nous dire, ben voilà, ce jeune a tel type de pathologie, ou en tout cas, il faudrait peut-être faire une évaluation médicale, et dans ce cas-là, on va l'orienter vers un psychiatre de proximité, et là, on a quasiment une trentaine de psychiatres sur la région parisienne, des pédopsychiatres, entre autres, qui travaillent avec nous, et qui vont faire des évaluations, et donc, avec des possibilités, alors ça c'est très très compliqué aussi en France, et notamment à Paris, de faire hospitaliser un jeune qui ne va pas bien. Alors on a des réseaux aussi alors il y a les MDA, naturellement, les maisons des adolescents avec lesquelles on travaille, mais c'est 6 mois de délai d'attente aussi pour hospitaliser un jeune. Donc voilà, le service public est saturé de demandes, et c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif pour essayer de pallier à ces difficultés de prise en charge. Donc, je répète, un jeune ne va pas bien, il est orienté vers l'habitat et en moins de 72 heures, il est pris en charge sur 16 consultations. Voilà un petit peu le dispositif qu'on a pu mettre en place. Après, on pourra développer d'autres choses sur le partenariat que nous avons avec tous les professionnels qui travaillent avec l'habitat. Merci. Merci. Donc maintenant, nous allons donner la parole à va nous parler. Merci. Je vais parler de l'importance du réseau. Évidemment, cela a été souligné. Compte tenu d'un fait qui est essentiel, et même paradigmatique de l'adolescence, c'est que l'adolescence est un état d'urgence. Un état d'urgence qui nécessite des réponses rapides. Et là, souvent, nous sommes décontenancés parce que les réponses se font attendre. De sorte que les réponses thérapeutiques, les réponses de prise en charge, elles existent, elles sont bonnes, mais il y a un temps d'attente, cela vient d'être souligné. Et c'est cette sensibilité que manifeste notre jeunesse à avoir des réponses rapidement, qui est respectée par le dispositif L'Habitat, de sorte que lorsque Guy Benamozig m'a entretenu de la structure de ce dispositif, j'étais d'emblée solidaire de son action. Maintenant, il me revient d'expliquer quelque peu pourquoi je parle d'urgence à l'adolescence. Alors, l'adolescence, on en parle, c'est l'âge des tumultes, c'est l'âge des changements, c'est l'âge des métamorphoses. On dit même, et c'est erroné, que c'est l'âge du possible. Pourquoi c'est erroné? Parce que c'est un âge où l'adolescent rencontre aussi l'impossible. L'impossible de revenir à la situation d'enfance, l'impossible d'être l'autre. On peut se vouloir autre, mais on éprouve qu'on ne l'est pas. Tout se passe au fond comme si les promesses que se faisait l'enfant, promesses amoureuses, du bonheur, du mariage, que sais-je encore, tous ces trucs de l'enfance pour se représenter le bonheur adulte, l'adolescence se rend compte que c'était un petit peu de la poudre aux yeux, un petit peu des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Donc, ce que découvre l'adolescence n'est pas que tout est possible, ou qu'il peut se métamorphoser en n'importe quoi. Il découvre à la fois son énorme potentiel, sa maturité physique, sa maturation sexuelle, bien sûr, mais il découvre aussi qu'il est pris dans un certain nombre de contraintes et dans un certain nombre d'impossibles. De sorte que l'adolescent vit des paradoxes. Il a parfois tout à fait besoin d'être traité comme un petit, puis de démontrer peut-être dans l'homme qui suit
des moments sympathiques de régression que c'est pratiquement un grand. Et devant ces paradoxes, généralement, nous sommes tout aussi paradoxal qu'il l'est ou qu'elle l'est, puisqu'on lui dit qu'il est un grand, mais s'il ne se comporte pas comme un grand, on va le traiter comme un petit. Bah, tout ça fait une espèce de chaos autour de l'adolescence qui peut être salutaire, car pas mal pourquoi un adolescent serait sans malaise, sans difficulté, sans angoisse, sans dépression, mais des fois la dose d'angoisse et la dose de dépression est beaucoup, beaucoup trop forte. Et donc à ce moment-là, on peut dire que l'appareil mental du jeune ne lui permet pas de réaliser les modifications qu'il subit. On peut dire aussi qu'à ce moment-là, l'appareil mental du jeune ne lui permet pas de dépasser des points de dépression, peut se sentir extrêmement dévalorisé, extrêmement seul. Paradoxe encore de ces jeunes qui, à la fois, redoutent la solitude, mais ont peur d'être compris si on plaque sur eux l'idée qu'ils sont restés un enfant. L'adolescent a envie d'être compris comme un sujet nouveau. Et en même temps, il a peur de cette nouveauté qu'il a en lui. Donc, le malaise adolescent, c'est une composante intrinsèque, interne, à ce passage qu'on appelle parfois crise. J'aime bien le mot crise. Crise, on le sait, ça ne veut pas simplement dire tumulte ou désordre ou malaise. Ça veut dire un moment propice à la décision sur fond de la certitude. Exactement ça, l'adolescent. À un moment, l'adolescent va rencontrer une décision d'identité sur un fond d'incertitude. Mais certains, d'où la nécessité d'un dispositif qui peut répondre rapidement, certains vont se décourager devant le chemin qu'il leur reste à faire. Loin que cela les stimule de grandir, ça les obsède, ça les inquiète. Les premières rencontres amoureuses, ce sont des moments que nous aimons peut-être dans un surtout romanesque, assez de mauvaise aloi. On peut s'imaginer que les premières rencontres amoureuses, c'est merveilleux, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'abord, l'adolescent, il a un petit peu peur de l'autre, de l'altérité. Ce qui l'intéresse, c'est d'être dans des groupes où on est tous pareils. Alors, on s'envoie des textos, on s'envoie des photos, on s'envoie des bouts filmés. Un film qui raconte ça pas mal, qui s'appelle Les Meilleurs, qui est tourné dans le nord de Paris. Très bon film. Sur l'adolescence, très bon film. Mais bon. Et puis, il y a cet usage du virtuel qui tout d'un coup va faire couple avec l'autre. L'autre, alors il y a ces deux mouvements. Ces mouvements où effectivement on s'avance à la rencontre de ce qui n'est pas nous. Et c'est une épreuve, c'est un ravissement, mais c'est une angoisse, c'est un bonheur, mais c'est une dépression. On a toujours peur d'être trahi. On aurait tort de se bosser de ces adolescents qui ont des relations virtuelles avec un autre ou une autre. Alors on dit, ah, il ne l'a pas rencontré, ça ne vaut rien. Mais si, tout d'un coup, s'éduque la pudeur, s'éduque le désir dans ce genre de suspens. Les adolescents sont souvent beaucoup plus pudiques qu'on le croit, qu'on a peur d'eux. Parce qu'on a peur d'eux, on a peur d'eux, ça aussi. Et puis, la véritable rencontre sexuelle, elle est un facteur de... Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, c'est évident qu'il en faut. Mais ne faisons pas de romanesque au marché. Les premières rencontres avec la réalité de la différence, de la jouissance de l'autre, du corps de l'autre, sont des moments d'organisation psychique qui appellent aussi bien l'évision, le bonheur, le charme, le ravissement, que l'angoisse, la dépression, ce n'est que ça, l'angoisse, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, tous les moments de passage, bien sûr, le moment de la rencontre sexuelle étant le plus décisif, mais tous les moments de passage de l'adolescence sont dans des moments qui oscillent toujours entre le ravissement d'être devenu un autre et la dépression d'avoir perdu ce qu'on était, entre le soulagement d'avoir franchi un cap et l'angoisse devant ce qui nous attend une fois ce cap franchi. L'adolescence, c'est un passage, c'est un temps de entre deux, mais entre une enfance perdue et puis une vie future qu'on aspire à vivre autant qu'on redoute de la rencontrer.
Voilà pourquoi c'est un moment de fragilité identitaire, de fragilité émotionnelle, de fragilité aussi dans les rapports du sujet à son corps. C'est un moment où les angoisses d'abandon sont très fortes. C'est un moment où supporter le corps que l'on a, comment on peut faire? Et on peut s'inventer, on peut modeler son corps, on peut le transformer, mais parfois au risque de le mutiler, parfois au risque de mettre dans des espèces de conduite, toxicomanie, jeu avec le liseré de la vie et de la mort. Oui. Pourquoi? Pour s'apercevoir in fine que la vie continue, qu'on n'est pas mort d'une overdose, qu'on n'est pas mort d'une conduite à risque. Et vous voyez quand même le prix à payer, de sentir réel, au prix du risque d'une autodestruction. Et ce qui me semble devoir, et je terminerai là, encore un peu dans le temps, ce qui me semble devoir pouvoir être dit, que je voudrais que ce soit entendu par les adultes qui nous écoutent, qui ont le souci de leur jeunesse, qui ont vu que ça aille bien pour leur jeunesse, ils ont raison. Vous savez, un adolescent qui donne des signes de décrochage par rapport à son milieu familial, par rapport à son milieu scolaire, mais même de décrochage par rapport à l'estime qu'il supporte, même de décrochage par rapport au goût de vivre une vie ordinaire. Il ne donne pas nécessairement des signes d'alerte très visibles. Il devient bizarrement morose, sage, trop sage peut-être, une période de retrait. Et puis cela peut exploser. C'est pour ça qu'il faut une réponse rapide. C'est pour ça qu'il faut une réponse rapide. Alors, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que ce serait une soirée folle. Je ne pas être entendu dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire que tous les adolescents vous parlent. C'est un âge critique, au sens de crise, au sens de décision. Et quand dans cet âge ça va mal, c'est rapide, c'est rapide. Et là, la réponse doit être rapide. Parce que l'adolescent vit beaucoup plus, c'est un moment extrêmement riche de métamorphose, mais il vit des temporalités complètement paradoxales. Le besoin de l'immédiat, puis de temps en temps le goût des rêveries infinies, le besoin d'être tout à fait cadré dans un lieu, puis de temps en temps la grande tentation de l'errance, le besoin de se replier dans des habitudes d'enfance, dormir avec sa peluche, mais aussi avec un sextoy. Bon, il y a des choses comme ça, des temporalités différentes, des corps différents. C'est un âge hybride. C'est un âge qui doit être accompagné. C'est un âge qui doit être entendu. C'est un âge formidable. Et bien sûr, il convient de ne pas renier son adolescence si on veut valablement offrir un point d'accueil et de relance au processus adolescent. Alors, c'est ce que fait l'habitat, répondre à l'urgence, à cette temporalité qui obsède, et puis offrir aussi ce point d'accueil, où on peut parler de soi sans la contrainte d'avoir à donner une version par trop conforme de soi. C'est un endroit où on peut naître à la demande d'être entendu, d'être accueilli, d'être accepté enfin. Alors, chapeau l'habitat, et on continue. Merci. Merci, cher monsieur. Je vais passer la parole au professeur Frisbin, qui va nous donner sur l'éclairage du philosophe. Je n'ai pas Frisbin. J'ai connu Frisbin. Oui, excusez-moi. On sait que tu Claude Birman. Claude Birman. En plus, j'ai un ami qui s'appelle Birman aussi. Ah ben, ça peut arriver. Ouais, ça va. Je passe la parole. C'est bon? Voilà.
Bon, moi je suis impressionné par ce que vient d'expliquer Olivier. Personnellement, je ne suis pas un thérapeute. Ce que je peux faire, c'est, comment dire, répéter en quelque sorte ce qu'il a dit en allant d'un point de vue plus réflexif, d'un point de vue philosophique, en allant au concept. Voilà, parce que c'est un thème en réalité qui a été abondamment l'adolescence. Hein. Il y a un énorme en psychologie, il y a des revues, il y a des psychologues, tout ça, etc. Il y a des thérapeutes et tout. Mais c'est une question qui a été traitée par les classiques, hein, déjà dans la Bible, hein, mais ensuite dans les grands classiques philosophiques. Et par exemple, ce que j'ai trouvé moi le plus éclairant, c'est l'anthropologie de Jean-Jacques Rousseau, qui est notamment son traité d'éducation, hein, qu'il avait l'habitude de son vivant de lire pendant un niveau énorme, sans page, c'est des lectures publiques. Non seulement il écrivait à la main, mais on peut la publique de ce livre. C'est un peu le fondement de la pédagogie moderne, et où justement, peut-être, le passage le plus passionnant, c'est sur l'adolescence précisément. Que Rousseau évalue, situe à peu près, parce que ça peut varier suivant les sociétés, etc., mais il considère qu'un adolescent, l'adolescence commence de son point de vue à 15 ans. Parce que aujourd'hui on parle de pré-adolescence, ça peut continuer très longtemps. De quoi c'est? Alors, c'est très simple, Olivier l'a indiqué, c'est que on peut lier l'image d'une chrysalide, hein, l'adolescent n'est plus un enfant. Hein, pour Rousseau, il y a trois degrés d'enfance. Avant l'adolescence, il y a le buisson, hein, voilà. Après il y a le petit enfant, et après il y a l'enfant. Et en quatrième lieu, il y a l'adolescence. Il distingue bien les âges. Les cinq caractéristiques. Alors, ce qui caractérise l'adolescence, par opposition à l'enfance, c'est un déséquilibre. Et Rousseau le dit très simplement, c'est que, d'une certaine manière, il a plus de force que de raison. L'enfant n'a pas ce problème. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai eu l'occasion, comme ça, d'enfants, et chaque phase d'âge est très différente. Par contre, l'enfant est très équilibré parce que, d'une certaine manière, ça aussi c'est un adage de Rousseau, il veut ce qu'il veut et il veut ce qu'il veut. Et ses rapports aux autres, fondamentalement, sont liés aux impressions que les autres lui font, ce que les autres lui apportent. C'est que j'aime, c'est tel. Et donc, d'une certaine manière, il n'a pas encore cet essor de l'imagination qui arrive avec l'éveil de ce que Rousseau appelle, c'est un concept de Rousseau extraordinaire, qu'il appelle la sensibilité morale. Puisque, alors que l'enfant est sensitif, c'est-à-dire que l'enfant, ça te donne, ça calcule, c'est très bien et tout, mais, comment dire, ces idées sont, c'est-à-dire le condillac, tout ça, n'est-ce pas, ces idées sont liées à ces expériences sensitives. Tandis que l'adolescent dit de manière éclairante Rousseau, jusque-là, il n'avait fait qu'exister, il existe, en radicalisant le concept de vie, il commence à vivre. Et vivre, justement, c'est sentir au sens moral, et donc ça va de pair avec le développement, justement, comme tout à l'heure, la maturité sexuelle, la capacité de jouir, qui éveille l'imagination, et un intérêt nouveau pour les autres, qui n'est plus, ce qui est moral, c'est que ce n'est plus lié simplement aux impressions que nous font les autres, c'est plus simplement rapporté à moi-même, mais c'est l'ouverture d'une interrogation sur qui est l'autre.
Alors, il y a des enfants précoces, hein, tout ça, et ce sont des seuils limites. Ça peut commencer avant ou ne pas commencer du tout plus tard. Mais un très bon exemple que d'un morceau de cela pour faire sortir des abstractions, c'est la gratitude. C'est-à-dire que d'une certaine manière, hein, un enfant n'a pas de gratitude, hein, parce que tout ce qui lui arrive de bien, d'une certaine manière, lui apparaît comme Dieu, il a besoin. Donc, si ça ne vient pas, il n'est pas content. Si ça vient, il est content. Mais il ne va pas, sauf s'il est très précoce, il ne va pas commencer à se demander d'où et pourquoi lui vient ce qui lui vient. Alors que l'adolescent est capable de gratitude au sens où, à un moment donné, il va regarder différemment ses parents et au fur et à mesure où lui-même devient autonome, c'est-à-dire libre de ses propres initiatives. En simplifiant au maximum, un enfant, il est soumis. Soumis non pas pour révolter, c'est pareil, mais il est soumis, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se conduire lui-même, très peu. Et donc, il est soumis à la protection, à l'obéissance de ses parents et de ses maîtres. Il est, en quelque sorte, justement, il n'est pas indépendant. Si je pense pour ça qu'un enfant, c'est un enfant perdu. Voilà. Tandis qu'un adolescent, c'est lui un enfant. Il est potentiellement, il peut se conduire par lui-même. Et par conséquent, il s'aperçoit que les autres le font. On pourrait dire que l'enfant ne perçoit pas vraiment que ses parents font ce qu'ils font librement. Oui. C'est ça, c'est une idée tout simple, mais très, très difficile à bien exposer. C'est justement ça qui est moral. C'est le fait de voir l'autre comme un sujet. Et l'adolescent commence à voir les autres comme des sujets parce qu'il commence à se percevoir lui-même comme un sujet, qui peut exercer des libres choix. Avec ce potentiel dont parlait et qui dépasse évidemment le possible. C'est-à-dire que, moi, pédagogiquement, une manière très simple d'expliquer ça, c'est que l'enfance, c'est la soumission. Et cette soumission n'est pas, évidemment, l'enfant peut être maltraité, ou abandonné, ou au contraire subir une possessivité. Bon. Mais si on prend soin d'un enfant comme il en a besoin, et les enfants sont vite contents si on leur propose ce qui leur convient. Si on leur dit bon, aujourd'hui on va rester, oui, si on va sortir, oui, ils sont toujours positifs. Sauf s'ils sont malades. Et donc, la différence, c'est que l'adolescent n'a pas cette soumission, mais il n'a pas encore ce que tu appelles la décision d'identité, c'est-à-dire la liberté. Parce que la liberté, c'est l'engagement. La liberté, c'est de s'engager et de tenir ses engagements. Tant qu'on n'est pas engagé, on n'est pas libre, on est indépendant. Ce qui est très différent, c'est négatif. Et donc, il y a ce passage par l'indépendance, qui est en quelque sorte une délivrance à l'égard de l'enfance, mais qui n'est pas encore un véritable engagement libre. Donc, c'est une chrysalide qui flotte. Bien entendu, moi je le dis en un langage philosophique, mais ça peut psychologiquement conduire à une grande hésitation, une grande confusion, une grande incertitude. Voilà. C'est l'incertitude de l'adolescence qui peut, dans certains cas, se prolonger très longtemps, parce que, pour deux raisons. Alors, ce sujet, il peut rappeler un développement que j'aime bien de Descartes. Descartes parle de ça aussi, avant Rousseau, mais pas dans la même perspective. Rousseau s'attache à dégager la spécificité de chaque âge. Descartes, lui, s'inquiète de l'enfance. Et il écrit, c'est assez impressionnant, le malheur, c'est d'avoir été enfant avant que d'être homme. Alors, ce qui peut choquer, justement, parce que c'est le XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle, au contraire, Rousseau va faire l'éloge de l'enfance. Que l'enfant, c'est qu'il y a un âge de l'enfance. L'enfance peut être
respectée pour ce qu'elle est. Tandis que Descartes, ici, s'intéresse, lui, à l'homme adulte, à l'homme raisonnable, à l'homme responsable. Il va dire, si, voilà, pourquoi c'est un malheur? Parce que, tout simplement, il faut le dégager, étant enfant, on a pris de mauvaises habitudes. On a pris des habitudes d'individus soumis. On a pris l'habitude d'obéir ou de désobéir. On a pris l'habitude d'une sorte d'hétéronomie, c'est-à-dire de se conduire d'après la consigne de tel ou tel autre. Et ce qu'il appelle la férule des maîtres. Et donc, quand on sort de l'enfance, on ne sort pas forcément des habitudes qu'on y a acquises. Et Descartes dit ça serait mieux si les hommes naissaient raisonnables, ce qui existe dans la mythologie grecque. C'est la fameuse déesse de la raison, Héna, qui est sortie tout après de la cuisse, ou même parfois de la tête de Zeus. Ça se retrouve après dans la mythologie romaine, Minerve et Jupiter. Elle sort. Et tout armé, ça veut dire avec la complète maîtrise d'elle-même, puisque Athéna, c'est la déesse de la raison. Et en quelque sorte, Descartes a cette inquiétude, c'est que où on est justement en possession de sa raison, on l'est pas. Et comment dire, celui qui ne l'est pas encore, il va falloir, c'est peut-être, un des professeurs disait que c'est quand même un pressentiment du souci de la psychanalyse, il va falloir se délivre de l'enfance et des habitudes de l'enfance qui n'ont plus lieu d'être, dans les bâcluches, voilà, parce que maintenant, c'est par soi-même qu'on se guide. Et alors, je crois que ce qu'il faut dire, on l'a tous vécu, c'est que même si l'adolescent n'a pas justement la pensée conceptuelle et le vocabulaire pour dire ces choses-là, il le sent très bien. Il sent très bien qu'il n'est plus dépendant et que pourtant, il n'est pas engagé. Hein, et ça peut durer. Hein, ça dépend. Voilà. Et donc, c'est une situation qui a son euphorie, hein, puisque c'est l'adolescent, et d'une certaine manière, les enfants ont l'envie. Hein, ils acquièrent de la liberté, enfin, la liberté de mouvement et de la liberté d'imagination, etc. C'est un moment qui peut être heureux. Hein. On va tous tomber dans la fameuse tragédie de penser qu'on est malheureux à 20 ans. Hein. C'est pas si ça. Hein. C'est aussi un moment d'exaltation. Mais c'est un moment qui peut conduire, évidemment, à beaucoup de difficultés que Rousseau, lui, choisit de ramener à la question de la précocité. C'est-à-dire que les choses vont mal quand un adolescent fait des choix précoces, c'est-à-dire se comporte comme s'il était adulte. Alors, s'il se comporte comme s'il était enfant, ça ne va pas. Hein. Il n'est plus un enfant. Hein. Bon. Mais s'il se comporte comme s'il était adulte, il va se perdre. Hein. Alors, justement, même pour Rousseau, il y a tout un passage comme ça dans le livre 4 de Lévi où il voit que la précocité, même sexuelle, hein, voilà, où ça peut conduire à une véritable dissipation et puis le désir de faire toutes les expériences possibles. Ça peut passer par la délinquance, la drogue, même si on est dans un milieu social privilégié, même encore plus. J'ai travaillé dans des lycées où il y avait des enfants milieu favorisés, mais dans les encore plus. C'est qui part contre après ça. Et puis, inversement,
J'aurais jamais dit. Je pense que la sécurité. Et il n'a pas encore l'assurance. Lorsque je parle, il a l'assurance. Et donc, je précise, pour se dire qu'il faut tout attaquer en plus. C'est une question au contraire, il veut faire des enfants sages, dans les sciences, à la fois et en même temps, et l'idée. Ils vont plus de parler. À la fois, on est arrivé à une situation sans pour autant assez on est encore c'est là-dessus parce qu'on est plus encore dans la société. Et alors, il faut que ce soit non seulement par la personnalité, mais aussi par ce que quand ainsi l'intelligence du cœur, le temps des enfants, on en veut. Et puis, il ne pas ici. D'abord, l'action humanitaire. L'issue du problème. Correspond à ce qui s'est développé. Parce que, pourquoi? Parce que c'est que l'adolescent, sous le monde, l'espèce d'après avant le sexe. Donc, si on ne peut pas, les adolescents ne se pas, alors, on peut expliquer ce qui fait qu'ensuite, et cela
Souvent, l'adolescent, c'est ça, c'est pas aussi. Il est en quelque sorte prêt à s'intéresser à la vie. Alors, on va développer cette association morale jusqu'au moment où il va accepter son sentiment universel de justice. Il n'avait pas. Il va penser. Pour raconter un peu, il faut comme ça, par des expériences. C'est pas en relation dans la c'est en discussion. Et à ce moment-là, assez peu pour en même temps, c'est rationnel. C'est pas un sentiment de la justice dans l'existence. À un moment donné, il y a pas cette sentiment en idée. Et donc, la capacité de penser, alors, la capacité de penser, ça se marche. Et donc, le docteur responsabilité de pense à ce que le caractère en moyenne, non, c'est pas, il y a 40 ans. C'est pas comme ça. On va savoir qui on est. La justice sera pour vous. Il a su si l'histoire de ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Après l'enregistrement. Pour voir un film de manière de conférence. Là, on peut reprendre. Merci.